Bonjour. Avec le déclin d'un ordre mondial, quel pôle de notre carte géographique cherche vraiment à réimposer sa volonté? Est-ce que les médiations des États sont toujours et encore susceptibles à produire les équilibres entre social et culturel? Est-ce qu'on est réellement en prise avec une guerre où le culturel et l'économique se disputent le droit à la survie? Nous avons le plaisir d'accueillir Abdelkader Filali, docteur en sciences politiques. Monsieur Filali s'intéresse particulièrement aux études sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne ses idées sur la radicalisation en tant que bricolage et la carrière du djihadiste. Ses recherches les plus récentes portent sur la sécurité internationale, modèle Sud-Sud, immigration. Son dernier ouvrage en cours de publication, Search for the West, Chercher l'Ouest, aborde des questions liées à l'immigration, à la sécurité, aux intellectuels des frontières, aux intellectuels en tant que dépanneurs, tout en présentant son concept principal de capital militaire le long du livre. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir. Vous nous venez d'Ottawa. Donc vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez fait beaucoup de recherches, justement. Votre thèse, c'est sur le djihadisme, si je ne m'abuse. Mais dans un premier temps, juste pour éclaircir beaucoup plus à nos téléspectateurs, l'objet de vos recherches, c'est plutôt le politique que l'économique, ou bien le social? Est-ce qu'il y a un équilibre entre les trois? Oui, merci infiniment, Kamal, de l'invitation. Mon champ de recherche, c'est plutôt études politiques. Tout ce qui a relation avec la sociologie, l'anthropologie, psychologie et bien sûr tous les phénomènes du genre politique qui ont relation avec les distributions de pouvoir. Généralement. Ouais. D'accord. Puis vous avez fait votre doctorat sur le salafisme et le djihadisme. Oui, voulez-vous nous en dire un mot là-dessus? La thèse, le titre de la thèse, c'était « Le salafi-djihadisme, des engagements ». Et c'était le cas du Maroc et la Jordanie. Donc vous avez pris le cas de deux pays. Les deux pays, d'accord. Oui. La thèse, c'était quelles sont les conditions qui ont aidé les salafis djihadistes marocains à se désengager du discours violent. Alors, il y a cette hypothèse de la monarchie. La monarchie marocaine a joué un très grand rôle en ce qui concerne cette dimension d'aider les salafis djihadistes à se désengager. Plus, il y a cette approche sécuritaire au Maroc, oui. Une approche qu'on peut dire qu'elle est humaine, très compréhensif. Il y a fini les approches traditionnelles qui étaient purement sécuritaires. Et puis, pour connaître ces deux dimensions, nous devrons comprendre comment la sphère du salafi djihadisme fonctionne à travers des principes bien précis tels que al-wala wal-bara, oui. L'allégeance et loyauté, oui. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, c'était une thèse très approfondie. Alors, on était responsable de mener des interviews, des entrevues avec des djihadistes en Jordanie. Là où j'ai rencontré quelques salafis djihadistes jordaniens. Que vous avez rencontrés en personne. En personne, qui m'ont aidé à donner une autre vision, une autre perspective en ce qui concerne pourquoi le Maroc, maintenant, réussisse à bien gérer le dossier du salafi djihadisme au Maroc. Oui, excellent. Parfait. Alors, toutes ces thématiques, par exemple, qui sont de plus en plus présentes, qui forment et qui forgent notre actualité, question de sécurité de frontières, de migrants, d'immigration, est-ce que vous pensez que le monde, présentement, est-ce que vous pensez qu'il est sujet à un certain centrisme occidental où tout se passe juste rien dans l'Occident? L'une des dossiers que j'ai étudié dans mon livre, par exemple, Rechercher l'Ouest. Oui, on va en parler, oui.
C'est, par exemple, l'une des dossiers que j'essaie d'étudier, c'est cette idée de revisiter la conceptualisation d'Edouard Saïd en ce qui concerne l'orientalisme. L'auteur Edouard Saïd, oui, dans la conception orientaliste. Orientalisme. Oui. Alors, je dis tout simplement que la vision d'Edouard Saïd était une vision verticale. Lui, il a essayé de démontrer que l'Occident, l'Ouest, a sa façon de voir l'Orient. Mais j'ajoute dans ce postulat d'Edouard Saïd que même peut-être qu'Edouard Saïd n'a pas voulu ouvrir d'autres fenêtres en ce qui concerne l'orientalisme, parce que au sein de l'Orient, il y a divers orientalismes. Oui. Par exemple, on a un très grand problème, par exemple au Maroc, au moment où, par exemple, les individus du Mashrek qui viennent de l'Orient, ils ne comprennent pas le Maroc, au moment que, par exemple, nos voisins en France comprennent le Maroc mieux que les individus du Moyen-Orient. Oui. Alors j'ajoute dans ce postulat d'Edouard Saïd qu'il y a, comment dirais-je, un intra-orientalisme entre le Mashrek et le Maghreb. Et cela a des conséquences en ce qui concerne des malentendus culturels, intellectuels. Et intellectuels. Il y a un livre en voie de publication qui est le vôtre, qui est peut-être l'objet de votre dernière réflexion, Search for the West, chercher l'Ouest, mesdames et messieurs, qui sera publié prochainement. Vous parlez de capital militaire. Oui. Voulez-vous nous en dire plus? L'idée, c'était de commencer par cette question. Pourquoi on est toujours, par exemple, coincé toujours dans les mêmes thématiques? Pourquoi on parle toujours, par exemple, d'intégration, multiculturalisme, vivre ensemble, diversité, pluralisme? Et au moment, par exemple, nous devrons poser des questions qui sont très des questions du moment. Par exemple, je parle ou je postule l'idée que nous ne devrons pas toujours être encerclés et encastrés dans la même conceptualisation. Et on est ouvert de traiter d'autres sujets. Par exemple, nous vivons au Canada, nous devrons discuter des secteurs qui n'ont pas tout simplement toujours liés à l'immigration. Nous devrons parler de l'économie canadienne, le nucléaire canadien, les relations bilatérales entre le Canada et les pays voisins. Nous devrons rediscuter le NORAD, cette convention américaine-canadienne en ce qui concerne l'armement nucléaire. Nous devrons, par exemple, poser la question: qu'est-ce que le Canada va bénéficier de l'accord américain nord-coréen? Donc, on va en parler, on va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Abdelkader Filali. Abdelkader, on parlait de capital militaire. Je vais vous laisser continuer votre idée, oui, je vous en prie. C'est Charles Tilly a postulé que l'État européen a été fait par des guerres. C'était les guerres font les États. Alors, à travers des outils, à travers des mécanismes tels que protection, extraction et formation des États. Mais pour être capable de mener ces tâches, ces États avaient besoin des mercenaires. Oui. Avaient besoin des mercenaires pour tout simplement la constitution des États. Et lorsque ces États ont été constitués, les mercenaires ont pris fin et on a parlé d'une modernisation de l'armée. C'est dans la même ligne
d'analyse, Mara Loveman explique plus détaillé cette affaire de constitution d'État à travers cette violence politique. D'accord. Il a parlé d'accumulation primitive d'État. Alors, le capital militaire, je postule que le capital militaire, c'est cette violence politique qui s'exerce toujours maintenant, par exemple, dans l'appareil scolaire. D'accord. L'éducation. Voilà, dans l'éducation. Alors, on a fait cette transition de ce qui était un travail militaire matériel vers un travail immatériel militaire. Même on peut parler de... On a fait cet grand mouvement vers le complexe industriel militaire, vers un complexe de divertissement militaire oui. avec les jeux d'enfants, avec... C'est rendu à... Oui, c'est ça. De grands parcs. Et vous mentionnez que l'objectif du livre, c'est de découvrir des couches de sens et percevoir les contradictions sociales, politiques, économiques, et de prendre des mesures contre des éléments oppressifs de la réalité de la société. C'est comme ça que vous l'exprimez. Est-ce que ces contradictions nourrissent justement le débat de société? Est-ce que ça le mène, ça le propulse vers des solutions? Oui, bien sûr. Par exemple, l'une des alternatives que je propose, c'est par exemple une commission de vérité et de réconciliation, oui. Post-coloniale. Comment dirais-je, on renverse cette idée de commission de vérité et de réconciliation qui ont été faites ou fabriquées pour les pays du Sud, en oui. Amérique latine et en Afrique. Alors maintenant, en tant qu'intellectuel, on suggère cette commission de vérité et de réconciliation post-coloniale, afin que les intellectuels des pays du Nord participent à cette initiative, d'en parler avec profondeur ce qui a été passé dans ce passé pénible, par exemple en Afrique, même en Amérique latine et en Asie, et d'en parler avec courage et avec une contribution intellectuelle pour que les blessures d'hier voient un chemin de réconciliation. Oui. Avec l'état actuel, politique, économique et culturel. Avec le gouvernement, d'accord. Voilà. Puis vous maintenez aussi que le but, c'est de sonder comment les gens réfléchissent à ces sujets, parce que il faut vraiment les sonder, parce que les gens sont aussi sujets à ce que les médias leur véhiculent. Donc votre but, c'est d'orienter les gens à une certaine façon de penser? L'une des tâches d'un intellectuel, à mon avis, c'est de critiquer le dilemme et le moment actuel et de disposer de cette accumulation intellectuelle, artistique et historique de tel événement ou tel phénomène. Mais le but, c'est d'aider à dénaturaliser ce qui a été pris comme naturel. Oui, donc une dénaturalisation de ce qui a été pris comme naturel. Et notre but, en tant qu'écrivain, c'est d'encourager ces espaces de débat. Par exemple, dans la sphère publique, on veut plus de débats sur ces problématiques, ce questionnement. D'accord. Donc, maintenant, on sait que le fil conducteur, c'est le capital militaire. Vous parlez aussi de ce compromis entre la sécurité et la liberté. Oui, bien sûr. Par exemple, je pose la question suivante en disant qu'il y a cette peur que le Canada devient un de ces jours, les villes canadiennes deviennent comme des ghettos. On ne veut pas en venir à cette étape-là. On ne veut pas aboutir à cette étape-là où des villes canadiennes deviennent comme des ghettos. Alors, c'est une des tâches primordiales pour les intellectuels. Et pour les intellectuels, j'ai parlé d'intellectuels, de genre d'intellectuels. Il y a des intellectuels dépanneurs. Qui dépannent, hein? Qui n'est pas québécoise, mais du propre sens dépanné, et d'autres intellectuels de frontières.
ce sont des intellectuels qui prennent la responsabilité. Et avec ce postulat, je vais peut-être au-delà de ce que Homi Bhabha a parlé d'intellectuels de la marche qui vivent dans la marche, mais je propose l'intellectuel des frontières afin qu'il ouvre un discours, un dialogue avec le métropolitain, avec le centre, afin que les problématiques qui sont cachées obscurément puissent remonter et puissent être carrément dans l'espace public. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité, Abdelkader. Alors, justement, dans le monde où on vit, il y a une essence de discours, de l'immigration, sur la migrance aussi, comment est-ce qu'on la voit, les migrants, comment est-ce qu'on les perçoit, et des points qui sont beaucoup plus négatifs que positifs. Comment est-ce que vous voyez, vous, un retour à l'équilibre? Il y avait toujours cette question qui nous demande des réponses. Et à mon avis, ça fait longtemps qu'on vient d'écarter le rôle d'écrivain et d'intellectuel dans les sociétés. Oui. Alors maintenant, nous sommes en train de payer un très grand prix. Alors comment les ramener à nouveau de traiter telle problématique, tel problème, de poser des questions qui doivent être posées d'une façon très claire. Alors, c'est le moment où ces intellectuels regagnent leur place naturelle. C'est la production du savoir, c'est de critiquer et de dénaturaliser tout ce qui a été pris comme naturel. Et il est grand temps que les intellectuels, les écrivains regagnent l'espace de débat. Par exemple, Kamel, votre livre, si je me souviens très bien, J'ai tué l'été. J'ai tué l'hiver. J'ai tué l'hiver. J'ai tué l'hiver lorsque j'ai lu quelques pages de votre livre. J'ai bien apprécié le travail parce que tout simplement, vous étiez capable par exemple, de parler même de définir qu'est-ce que ça veut dire la sécurité, tout en problématisant l'insécurité. Ben voilà. Et c'est très, très approfondi ce que vous avez fait. Là, je reconnais le sens très poussé de l'analyse du professeur Khadr Filali. Bon, je vous remercie pour ces bons mots. Il y a certains points que vous interpellez dans ce livre en voie de parution. Cherchez l'Ouest, mesdames et messieurs. Vous interpellez le point de vue d'Ibn Khaldoun, le savant arabe pour le remaniement du siècle. Oui, parlez-nous-en. J'étais très surpris de voir un Canadien qui est né à Montréal, c'est Robert Cox, 1926. Il est né à Montréal, c'est, comment dirais-je, c'est le père du néo-gramscisme. Gramsci. Oui. Alors maintenant, après avoir mené une carrière aux États-Unis comme académique, il a fini sa carrière à l'Université de York. Et en 1996, il a écrit un très grand article sur Ibn Khaldoun. Là où il présente Ibn Khaldoun, mais avec une autre lecture. Une lecture avec d'autres outils d'analyse. Par exemple, il essaye d'analyser les deux concepts d'Ibn Khaldoun, celle de Al-Umran et Al-Asabiya, mais d'une perspective d'un politologue qui est dans l'école de la théorie critique, celle d'Antonio Gramsci. Alors, moi, c'est ce que je suis en train de faire dans ce livre, c'est de ramener cette vision d'Ibn Khaldoun et voir comment on peut utiliser les outils d'Ibn Khaldoun d'analyse et de critique
pour tout simplement comprendre l'ordre mondial du 21e siècle. Qui a écrit l'introduction, Oui. donc qui a marqué l'imaginaire de l'humanité. Oui, c'est ça. Par exemple, lorsque je parle d'Asabia, par exemple... Donc on va traduire Asabia, peut-être la nervosité ou peut-être le fanatisme. Asabia, c'est ce que Hegel a parlé d'Asabia d'Ibn Khaldoun, c'est l'esprit de corps. L'esprit de corps, bon. C'est cette cohésion sociale, cette solidarité sociale qui maintiennent bien la société. Oui, ce qui la solidifie. Voilà, ça. très bien. Abdelkader, on va parler de votre rencontre avec Noam Chomsky qui vous a marqué. Ah oui, bien sûr. Qui vous a marqué. Vous l'avez rencontré à Toronto aux États-Unis. Oui. Noam Chomsky. Oui. La rencontre avec le professeur Noam Chomsky était très importante pour moi parce que, premièrement, la première des choses que j'ai demandé à Chomsky lorsque je l'ai rencontré à l'Université de Toronto, c'est cette rencontre avec Michel Foucault en 1982. Oui. Alors, je lui ai demandé comment lui il caractérise cette rencontre, ce débat, ce fameux débat avec Michel Foucault. Bien sûr, dans le débat, on comprend très bien le champ d'analyse de Michel Foucault et le champ d'analyse de Chomsky. Chomsky, des fois, dit que, par exemple, Michel Foucault exagère dans ses analyses, ses critiques. Et l'autre rencontre, c'était aux États-Unis. Et c'était toujours de ramener cette idée les outils d'Ibn Khaldoun, de bien comprendre, par exemple, les institutions politiques américaines. Voilà. Par exemple, si j'utilise Al-Asabiyya autant que outil d'analyse pour comprendre la politique américaine, l'Asabiyya pour les Américains, c'est les partis politiques, les institutions, c'est le FBI, c'est tout un système d'institutions qui sont solidifiées, qui jouent le rôle de cette cohésion sociale américaine, mais tout en travaillant avec le concept d'Asabiyya. D'accord. Maintenant, par exemple, le cas... Tout en l'important, je veux dire. Oui, c'est ça. Oui. Aux États-Unis maintenant, même s'il y a un dérapage ou un décay ou dérapage sur le plan démocratique, mais les institutions tiennent. Et c'est ça Al-Asabiyya, Al-Asabiyya d'Ibn Khaldoun. Très bien. Si je l'utilise dans ce contexte. Dans ce contexte. Alors, Abdelkader, écoutez, le temps passe vite. Merci beaucoup. On va dire aux téléspectateurs, pour les gens qui veulent vous contacter, peut-être vous avez une page Facebook ou un courrier si vous voulez. Donc, une page Facebook, Abdelkader Filali, je vous souhaite une bonne chance parce qu'il faut publier ce livre. Il y a beaucoup d'issues. On va entendre parler de ça prochainement. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre émission. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre continuelle fidélité. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.